Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet très complexe qui a engendré beaucoup de controverses entre les scientifiques et les hommes de foi. Et il continue à générer des débats sans fin entre savants souvent de la même spécialité. Depuis que Charles Darwin a posé les fondements d'une nouvelle théorie, l'évolution n'a cessé de générer beaucoup de soucis aux hommes entre acceptation, refus et controverses sans fin. Les humains se sont divisés en plusieurs classes et sous-classes. Il y a les créationnistes qui ne sont pas forcément tous des hommes de foi, car parfois nous nous retrouvons avec des gens de tout âge, de toute profession et de différentes confessions qui défendent la thèse de la création de toutes choses par Dieu. Ces gens, en général, nient et rejettent la théorie de Darwin dans son ensemble et parfois ils n'acceptent même pas d'en discuter les détails. Beaucoup aussi accusent Darwin de charlatanisme pseudo-scientifique qui lui reproche de s'être immiscé dans les affaires de Dieu et d'avoir prétendu que l'être humain est le descendant direct des singes. Il l'accuse aussi d'être un incroyant ou un apostat qui, par sa théorie, défie Dieu et sa création. Mais ceci a une histoire et afin de vous conter cette histoire, il nous faut revenir à ses débuts. Alors, quelle est l'histoire? Darwin n'a jamais prétendu que l'homme est le descendant du singe. Mais ceux qui ont étudié sa théorie avaient fait diverses interpolations pour dire ou prétendre que l'homme descendait d'un primate. Mais est-ce la vérité? Nous allons voir en termes assez clairs ce qu'est cette théorie et ce qu'elle avance. Nous allons aussi voir que la théorie elle-même a été décortiquée, analysée profondément et qu'elle a elle-même changé et évolué. Étant moi-même un croyant en Dieu, j'ai toujours eu du mal à concilier ma foi avec les découvertes scientifiques récentes ou même anciennes. Et la théorie de l'évolution surtout me posait des problèmes qui paraissaient insolubles par sa nature singulière. Car pour la plupart des gens, cela signifie qu'un Dieu n'a rien à voir dans ce monde, qui est alors géré par des lois propres à lui pour générer la vie. Ils pensent que nous sommes la création de Dieu et que nous ne pouvons en aucun cas être issus des méandres de l'évolution. Ils pensent aussi que Darwin avait émis sa théorie dans le but de contrer Dieu. Mais la plupart de ces personnes ne savent pas que Charles Darwin était un vrai croyant. D'ailleurs, j'avais cité auparavant ce qu'il avait dit concernant Dieu et l'évolution et je vais vous le répéter. Il a dit « Jamais je n'ai nié l'existence de Dieu, je crois la théorie de l'évolution parfaitement conciliable avec la foi en lui. Il est impossible de concevoir et de prouver que le splendide et infiniment merveilleux univers, de même que l'homme, soit le résultat du hasard. Et cette impossibilité me semble la meilleure preuve de l'existence de Dieu. » Fin de citation. Donc je suis allé chercher dans les écrits de Charles Darwin et aussi dans les religions. Ceci afin de comprendre où se situe le problème, la contradiction et la controverse. Et quel problème? Car dès que j'entame le débat avec un croyant, je remarque qu'il est fermé à toute alternative d'entente. Comment pourrais-je alors me convaincre que l'évolution n'est pas un fait avéré alors que toutes les découvertes en paléontologie, en paléogénétique, qui est une science récente qui s'intéresse au matériel génétique ayant résisté et persisté jusqu'à aujourd'hui. L'analyse des ressemblances entre les êtres vivants donne de nombreuses informations sur leurs relations de parenté et permet de retracer l'histoire de l'évolution des espèces. Ainsi que la phylogénie qui est la discipline scientifique qui cherche à retracer les relations entre les êtres vivants actuels et les fossiles à partir de l'analyse comparative des caractères morphologiques, physiologiques ou moléculaires. L'analyse comparative permet de retracer l'histoire évolutive des différents caractères dans les lignées du vivant. De ce fait, je ne pouvais nier la véracité de la théorie de l'évolution. Mais comment alors concilier cette séance et les négations des hommes de foi? Et pourtant, la solution était devant moi, claire et nette comme de l'eau de roche. Elle se présentait sous la forme d'une hypothèse. Et si Dieu lui-même avait voulu que son univers soit basé sur l'évolution et non pas uniquement sur la simple création? Et là, je vous le redis, pour accéder à la vérité, il faut impérativement avoir un esprit perméable à beaucoup d'informations qu'il faut trier, étudier et analyser pour arriver à la compréhension. Il faut savoir que l'évolution est liée à l'univers lui-même, car il est lui-même progressif. Il est né d'une singularité, de sitôt s'en suivit une inflation et enfin une expansion. Chaque étape générait les ingrédients indispensables pour sa continuité. Les composants se créaient,
s'intégraient et interagissaient pour former les prémices du cosmos que nous connaissons maintenant. Tout cela s'était étalé sur une vaste échelle du temps. N'est-ce pas là l'évolution dans toute sa splendeur? C'est comme si quelqu'un ou quelque chose avait élaboré le plan d'une machinerie incroyablement complexe, puis a commencé à la produire élément par élément jusqu'à arriver à cette fabrique de la vie. Darwin, comme tous les autres, n'ont rien inventé, mais seulement découvert quelques facettes de ce plan et la façon dont il a été exécuté. Pour les créationnistes, je dis que si vous pensez que Dieu avait créé toutes les choses comme elles sont, pourquoi n'avait-il pas créé l'univers d'un seul coup et en une seule fois? Pour quelle raison l'avait-il fait naître d'un rien et l'avait progressivement étalé sur 13,7 milliards d'années, un chiffre qui donne froid au dos? Il pouvait le créer en une fraction de seconde sous sa forme actuelle. Nous avons vu dans les épisodes précédents que Dieu est d'une sagesse infinie et surtout d'une immense subtilité. Il a élaboré son plan avec génie et l'a réalisé avec plus de génie encore. Pour les religieux, je dirais que ce ne sont pas les religions et les textes sacrés qui sont en défaut ou en contradiction avec l'évolution, mais ce sont vos interprétations fausses qui sont en cause. Nous verrons cela lorsque j'entamerai les liens des religions avec la science. Les scientifiques qui se sont basés sur les recherches de Darwin ont fait la même chose et avaient trouvé des interpolations et des conclusions qui ont eu comme conséquence le rejet de la plupart des croyants pour cette théorie. La plus grave est celle qui prétend que l'homme est le descendant direct du singe, alors qu'ils n'ont jamais pu le prouver ou trouver le chaînon manquant entre les macaques et l'homme. Mais l'évolution est bien là, que nous le voyons ou non. Je vais aujourd'hui me contenter de l'évolution de l'homme et essayer de vous présenter une analyse qui montre comment l'être humain avait acquis l'intelligence. L'évolution qui a généré l'intelligence est principalement liée à deux éléments essentiels et prépondérants, du moins sur la Terre. Ces deux éléments sont un cerveau formidablement agencé et des mains. L'alliance des deux a permis à l'homme de faire un bond géant entre toutes les espèces. L'intelligence seule n'aurait servi à rien, il n'aurait même pas dû évoluer sans nos mains habiles, préhensibles et très bien façonnées. Avec un pouce en contradiction des autres doigts, la main est un sujet net et d'une grande pratique. Elle devient une magnifique machine à saisir toutes sortes de choses. Alliée à un cerveau formidable, elle a permis à l'homme d'être d'une redoutable efficacité, lui a offert de se hisser au sommet de l'échelle biologique sur Terre. Darwin avait écrit que l'homme n'aurait jamais atteint sa place prépondérante dans le monde sans l'usage de ses mains. Elles font partie des organes les plus développés chez l'humain et sont uniques dans le règne animal. Elles nous différencient non seulement des autres mammifères, mais aussi des primates qui, génétiquement, sont les plus proches de nous. En comparaison de leurs mains, les nôtres ont un pouce plus lent et plus fort, nos autres doigts sont plus courts, mais nos poignets sont plus flexibles. Enfin, la surface articulaire est plus grande. Et bien que notre aptitude à agripper soit plus faible, notre habileté et elle sont commune mesure. Certains travaux ont suggéré que l'alimentation des premiers hominidés ait pu faire évoluer leurs mains vers plus d'adresse. Leur disposition à manger de la moelle osseuse et leur besoin de fabriquer des objets obtenus grâce aux éclats de silex ont contribué à son ingénieuse ascension. Ils ont émis leur théorie dans la revue scientifique Journal of Human Evolution. Selon les équipes d'anthropologues des universités du Kent et de Chatham, ce serait la pression exercée, la relation entre la main et l'outil, les bénéfices perçus ainsi que le temps à passer à accomplir ces tâches qui conjointement auraient conditionné le développement de certains traits particuliers. Pour moi, la main de l'hominidé l'a fait évoluer vers plus d'intelligence. Par le fait que nos mains aient acquis de l'habilité, notre cerveau a commencé à considérer plus d'alternatives techniques afin de gérer sa vie quotidienne. Sa réflexion se développait à mesure qu'il recherchait de meilleures solutions pour ses mains et des outils de plus en plus sophistiqués. Il fit en sorte de pallier la faiblesse de sa structure biologique par l'invention de dispositifs complexes et plus efficaces. Et de là, nous pouvons conclure que plus un organe est sollicité et plus il évolue vers un état supérieur. Notre cerveau et nos mains ont été très sollicités et de ce fait, ils ont pu acquérir l'intelligence et l'adresse. Mais beaucoup de scientifiques pensent que l'intelligence est un accident survenu sur Terre et spécifique à l'être humain, qu'elle serait très rare au sein de l'univers si celui-ci renferme la vie.
Mais nous avons vu que deux organes combinés et associés à quelques autres composants peuvent générer une grande cognition et de la réflexion complexe. Si nous considérons l'équation sur un plan purement statistique, les probabilités tendent à multiplier les chances de ces accidents. Ce ne serait d'ailleurs plus des épiphénomènes isolés, mais plutôt une règle, du moment que ces quelques éléments s'allient entre eux. Revenons maintenant à l'évolution de l'intelligence chez les humains. Certains d'entre nous confondent intelligence et conscience, alors que ce sont deux choses totalement différentes. L'intelligence à elle seule ne peut générer la conscience. Sinon, certains animaux intelligents tels que les chimpanzés ou les dauphins seraient aussi lucides que vous et moi. La conscience est la conséquence de plusieurs facteurs, comme nous l'avons évoqué précédemment, avec la combinaison du cerveau et des mains. L'agencement du cerveau humain avec sa partie frontale très développée, contrairement aux autres êtres biologiques qui lui soient semblables, est l'une des causes qui ont abouti à l'émergence de la conscience. Le schéma neuronal du cerveau, avec ses amas de neurones, ses filaments de connexion et ses synapses, s'avère la reproduction du schéma originel de l'univers. C'est à se demander que le plan du cerveau n'a pas été copié sur celui du cosmos. Ce qui nous amène à une question que je n'aime pas évoquer tant que je n'ai pas de preuves tangibles. L'univers avait-il acquis la conscience? Mais le cerveau, en général, est une formidable machine à générer les émotions. Lorsqu'un organisme biologique acquiert les prémices d'un cerveau, ses réactions sont d'abord automatiques, telles les vers ou les formes basiques de vie. Mais même celles-ci possèdent des aspects primitifs d'émotivité comme la peur. D'ailleurs, nous pouvons le constater chez les fourmis ou les abeilles. Elles sont apaisées quand elles sont ensemble au sein de la même communauté. Elles deviennent nerveuses dès qu'elles ressentent la présence d'un danger. Et ceci est l'ébauche d'une forme d'émotion. Si nous montons d'un palier, par exemple chez les mammifères dont nous sommes issus, les émotions se développent et se transforment en un moteur de la vie. Elles se combinent à leur instinct et prennent le dessus sur l'intelligence qui parfois paraît inexistante. L'exemple le plus concret est celui des animaux domestiqués par l'homme, tel par exemple le chien. Il aime son maître à tel point qu'il se met en danger pour le protéger. Il lui prodigue des caresses qui semblent impossibles chez un être vivant non intelligent. Il joue et cela lui procure du bien-être. Qu'est-ce alors le plaisir si ce n'est des émotions? Que serait alors l'intelligence sans émotivité, empathie, espoir, pitié, sensibilité et même une forme de tendresse? L'intellect n'est pas seulement une série de formules mathématiques, et c'est là une expression de subtilité que l'univers a pu engendrer. Le propre de l'homme est de comprendre certaines choses que les autres espèces ne peuvent saisir. La conscience humaine est arrivée à déterminer et à conjuguer certains aspects conceptuels purement abstraits à des objets matériels connus. Nous pouvons reconnaître par exemple un visage dans un nuage, d'autant que nous pouvons aussi associer une musique à une personne ou à un endroit ou à un souvenir ou même à un schéma. Et là où la pensée excelle, c'est notre compréhension des mathématiques. Aussi notre capacité à rire pour une blague ou une situation burlesque lorsque quelqu'un chute malencontreusement devant nous. Tout ceci est dû à l'évolution. Les recherches récentes le prouvent sans conteste. Nous avons évoqué le sujet de l'émergence de l'intelligence chez l'être humain, mais nous n'avons pu le développer à sa juste valeur. Karina Nakashima, une chercheuse en neurosciences, avait formulé une théorie sur l'apparition de l'intelligence des mammifères par rapport aux autres formes de vie. Ils auraient développé un néocortex qui rassemblait et régulait mieux les informations reçues par tous les sens de l'animal comme la vue, l'odorat ou encore la captation des vibrations. Elle a découvert que jusqu'alors, deux gènes étaient impliqués dans la fabrication des cellules cérébrales. Ce sont des régulateurs qui ont chacun un rôle précis. L'un est un accélérateur alors que l'autre est un suppresseur. Le premier envoie des instructions aux cellules cérébrales pour qu'elles prolifèrent, alors que le deuxième leur ordonne de suspendre leur prolifération. Chez les dinosaures, les deux gènes fonctionnaient simultanément, presque au point de s'annuler. La croissance cérébrale était alors modérée, la taille de leur encéphale restait réduite. En revanche, lors du développement du cerveau des mammifères, le gène suppresseur fut à un moment donné désactivé pour leur faire profiter d'un développement plus intense. Cette prolifération incontrôlée fut à l'origine de l'apparition du néocortex. En revenant sur les 4 millions d'années
d'évolution, les scientifiques se demandèrent pourquoi le gène suppresseur ne fut désactivé que chez les mammifères. Pour quelle raison il n'a pas été neutralisé chez d'autres animaux comme les poissons ou les amphibiens. De là, l'experte Karina Nakashima avait formulé sa théorie. Une légère modification dans l'ADN des mammifères se serait produite tout près du gène suppresseur et cela a provoqué un changement subtil dans la forme de l'ADN. Une protéine qui flottait jusqu'alors dans les cellules s'est fixée sur le gène suppresseur. Baptisée FOXG1, cette protéine avait bloqué les instructions et ainsi désactivé le gène suppresseur. Ceci avait permis aux cellules cérébrales de mieux proliférer et ainsi permettre à une branche de la vie sur Terre de mieux évoluer et d'acquérir l'intelligence qui lui permettra par la suite de dominer la planète. Pas uniquement par la force, mais par la pensée et l'esprit. D'ailleurs, une maladie extrêmement rare est causée par le dysfonctionnement de ce gène. Elle s'appelle le syndrome FOXG1. C'est une anomalie sur le gène FOXG1 situé sur le chromosome 14 entre les régions Q11 et Q13. Ce gène code pour une protéine qui joue un rôle important dans le développement cérébral prénatal. Cette maladie, caractérisée par un trouble du neurodéveloppement associé à une microcéphalie, entre parenthèses petite tête, des mouvements anormaux complexes et de l'épilepsie. Le syndrome FOXG1 est à l'origine d'un polyhandicap intellectuel et moteur profond avec une absence d'acquisition du langage, de la préhenscience volontaire, de la tenue assise et de la marche. Je peux vous citer une foultitude de ces subtilités qui ont jalonné l'histoire de l'évolution sur Terre et sûrement aussi sur des milliards d'autres planètes. Mais vous pouvez les trouver si vous vous donnez la peine de chercher. Depuis des centaines de milliers d'années, le cerveau humain a développé de plus en plus de connexions neuronales, dont les synapses et les axones, ainsi que des aires cérébrales nouvelles. La surabondance des informations à gérer a nécessité le déclenchement d'une organisation qui devait coordonner la pensée intérieure avec tous ces aléas, dont la plus explicative est notre capacité à nous projeter dans l'avenir. À partir de ce moment, et pour remédier à l'anarchie et le chaos, il fallait un chef d'orchestre pour gérer tout cela. D'où l'apparition de la conscience. D'ailleurs, depuis le XXIe siècle, des chercheurs ont commencé à élaborer un schéma mathématique pour étudier le réseau informationnel complexe du cerveau. Le schéma incluait le réseau neuronal et synaptique et tenez-vous bien, ce réseau ressemble d'une façon très étrange à la toile cosmique de notre univers. Ce réseau cosmique avec ses super amas de galaxies et les filaments de matière qui relient les objets célestes forment un réseau en tout point semblable au cerveau biologique. Comme si la nature sur Terre avait copié le modèle cosmologique et l'avait adapté pour elle-même. J'y reviendrai bientôt sur ça. Je ne voudrais pas vous inonder d'informations et pour cette raison, nous poursuivrons dans le prochain épisode notre recherche sur l'évolution de notre monde. Si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît et de cliquer sur les notifications pour avoir des nouvelles sur les prochains épisodes. Vous pouvez aussi, s'il vous plaît, partager afin que l'information et le contenu puissent circuler. J'ai le plaisir de vous présenter mon nouveau livre qui vient d'être publié. C'est un roman d'anticipation qui reprend toutes les informations de cette série, mais en plus détaillé. Il raconte une intrigue à l'échelle planétaire et prophétise la fin de l'humanité et l'avènement d'une nouvelle forme de vie sur Terre et d'un nouvel ordre mondial. Et jusqu'au prochain épisode, je vous dis au revoir.